Lors d'une soirée dans une maison, j'ai entendu des gémissements provenant de la salle de bain des invités. Quand j'ai poussé la porte, ma fiancée était penchée sur le lavabo avec un mec derrière elle. Il a dit « Mec, ferme la porte ». Pourtant, la nuit de la soirée chez Hugo était censée être le genre de petite fête inoffensive qu'on oublie dès le lendemain matin. J'y étais allé avec Camille parce qu'elle avait passé toute la semaine à dire qu'elle avait besoin de se changer les idées. J'avais supposé qu'elle parlait de la pression au boulot, pas de moi, alors j'avais accepté sans trop y penser. La maison d'Hugo se trouvait au fond d'une impasse pavée et tranquille, éclairée par des guirlandes guinguettes, avec de la musique qui débordait jusque dans l'allée du garage. Des voitures étaient garées des deux côtés de la rue. Des groupes de personnes entraient et sortaient du salon. Rien dans l'atmosphère ne laissait présager que ma vie entière allait voler en éclats à l'intérieur d'une salle de bain d'amis. Camille est entrée devant moi, saluant les gens comme si elle avait planifié ce moment depuis des semaines. Elle adorait les environnements où elle pouvait être le centre de l'attention sans avoir l'air de forcer les choses. Elle trouvait toujours le bon ton, le bon sourire, les bonnes répliques à lancer à chaque fois qu'elle voulait charmer la pièce. Je n'avais jamais été dérangé par cette facette de sa personnalité, car avant, elle m'y incluait toujours. Dernièrement, cependant, elle s'était tournée vers des cercles sociaux où je me sentais de trop. J'avais mis ce changement sur le compte du stress. Elle parlait de burn-out depuis des mois. Chaque conversation que nous avions à ce sujet finissait toujours par revenir sur le fait qu'elle voulait se sentir à nouveau en vie. C'étaient ses mots exacts. Je n'ai compris ce qu'ils signifiaient pour elle que plus tard. Nous nous sommes frayés un chemin à travers le salon. Hugo m'a repéré et m'a pris dans l'une de ses accolades beaucoup trop enthousiaste. Il a commencé à me parler de son installation sonore, du plan barbecue pour plus tard, et d'une embrouille bizarre qu'il avait eue avec un voisin pour une place de stationnement. La routine, quoi. Rien dans son expression ne laissait deviner qu'il savait quoi que ce soit de ce qui allait se passer plus tard dans sa propre maison. Camille s'était glissée dans un groupe de personnes qu'elle connaissait d'une précédente soirée. Elle ne s'est pas retournée vers moi. Je ne l'ai pas pris personnellement sur le moment parce qu'elle s'entendait bien mieux avec eux que moi. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que je n'avais pas vu Camille depuis plusieurs minutes. J'ai supposé qu'elle était sortie prendre l'air sur la terrasse ou qu'elle discutait avec quelqu'un dans la cuisine, alors j'ai fait le tour de la maison en saluant les gens et en la cherchant du regard sans en avoir l'air. La cuisine était pleine à craquer. La terrasse extérieure était bondée. Dans le couloir à l'étage, il y avait des gens assis sur la moquette qui parlaient d'une série Netflix dont ils étaient accros. Aucun d'entre eux ne l'avait vue. Je n'ai pas paniqué. Les relations respirent mieux quand les deux personnes ont de l'espace dans les situations sociales. Je lui faisais assez confiance pour supposer qu'elle prenait un verre ou qu'elle était aux toilettes. Ce n'est que lorsque j'ai marché dans le couloir menant aux chambres d'amis que quelque chose m'a perturbé. Le bruit n'était pas évident au début, car la musique d'en bas masquait presque tout. Je ne l'ai entendu que parce que quelqu'un a baissé le volume en changeant de playlist. Au moment où la musique a diminué, j'ai capté un léger motif rythmique, comme une respiration contenue mélangée à autre chose. Puis un bruit sourd et étouffé contre la porcelaine. Puis quelque chose d'incontestable, un gémissement grave. Je me suis arrêté dans le couloir, me demandant si quelqu'un avait trop bu et était malade. Ce ne serait pas la première fois qu'une salle de bain d'amis devenait le refuge pour gérer les excès d'alcool. Je me suis approché avec l'intention de vérifier si quelqu'un avait besoin d'aide. Je ne suis pas le genre de personne qui ignore ce genre de choses. Mais à mesure que je m'approchais, les sons sont devenus plus clairs et se sont superposés d'une manière qui a levé toute ambiguïté. Ce gémissement ne venait pas de quelqu'un qui se sentait mal. C'était quelqu'un qui s'abandonnait à toute autre chose. J'ai atteint la porte avant même d'avoir consciemment décidé de l'ouvrir. Je n'ai pas trop réfléchi. Je ne soupçonnais rien de précis. Mon esprit s'est vidé pour devenir purement pragmatique. J'ai juste poussé la porte. Elle n'a pas bougé. Quelqu'un tenait la poignée de l'intérieur. Une seconde plus tard, la résistance a cédé et la porte s'est ouverte de quelques centimètres, juste assez pour qu'un filet de lumière frappe mes chaussures. C'est alors que j'ai entendu la voix d'un homme venant du fond de la pièce. Son ton était désinvolte, presque agacé. « Mec, ferme la porte. » Je ne l'ai pas fermée. J'ai poussé plus fort. La porte s'est grande ouverte. La lumière de la salle de bain m'a frappé de plein fouet et la scène à l'intérieur m'a coupé le souffle. Camille était penchée sur le lavabo. Ses mains agrippaient les bords.
Sa robe était remontée autour de ses hanches. Un mec que je n'avais jamais vu de ma vie était derrière elle, sa chemise à moitié retirée, son corps pressé contre le sien. Il s'est figé en voyant mon visage. Camille s'est retournée brusquement, son expression passant du choc à la panique, puis à l'irritation, et à quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à analyser. Nous sommes restés tous les trois comme ça, suspendus dans l'incrédulité. Le gars a reculé et a marmonné quelque chose, mais Camille l'a coupé. Elle s'est tournée vers moi, tirant sur sa robe pour la rabaisser tout en bafouillant une explication bancale qui ne correspondait même pas à l'expression de son propre visage. Elle a essayé de dire que l'alcool était monté plus vite qu'elle ne le pensait. Elle a essayé de prétendre qu'ils discutaient et que de fil en aiguille, c'était arrivé. Elle essayait de tout minimiser alors qu'elle reprenait encore son souffle après ce qu'elle faisait quelques secondes plus tôt. Je suis entré dans la pièce sans dire un mot. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé d'explication. J'ai d'abord regardé le gars. Il a levé les mains et a fait un pas de côté. Il n'était pas agressif. Il n'était pas suffisant. Il avait l'air de quelqu'un qui réalisait qu'il s'était fourré dans une situation dont il n'avait jamais eu l'intention de faire partie. Camille m'a pointé du doigt en lui disant de lui donner une seconde. Il n'a pas cherché à discuter. Il s'est faufilé devant moi et est parti rapidement. Ça nous a laissés seuls tous les deux. Elle a continué à parler parce que le silence la rendait nerveuse. À chaque fois qu'elle avait peur de perdre le contrôle, elle inondait l'espace de mots. Elle a commencé à expliquer qu'elle et ce mec n'avaient discuté que quelques fois avant ça. Elle a dit qu'elle n'avait rien prévu de tout ça. Elle a dit qu'elle se sentait déconnectée ces derniers temps et qu'elle avait pris une terrible décision dans un moment de faiblesse. Aucune de ces phrases ne formait quoi que ce soit de fiable ou de stable. Je n'ai pas répondu. J'ai baissé les yeux et j'ai remarqué son téléphone posé sur le rebord du lavabo. Ce téléphone était littéralement greffé à sa main depuis des mois. Elle prétendait en avoir besoin pour des urgences du travail. Le voir ainsi laissé sans surveillance semblait totalement anormal. L'écran s'est allumé pendant que je le fixais. L'aperçu d'un message est apparu avec un nom que je ne connaissais pas. Puis un autre, puis un troisième. Le ton des messages ne ressemblait pas à celui de simple connaissance. Camille a remarqué où je regardais et a tendu la main vers son téléphone précipitamment. Cette urgence soudaine m'en a dit bien plus que tout ce qu'elle avait pu dire jusqu'à présent. Elle ne voulait pas que je lise ce qui était en train d'arriver. Elle a fait machine arrière instantanément, passant en mode défensif. Elle a dit qu'on pourrait en parler à la maison. Elle a dit qu'on n'avait pas besoin de faire un scandale. Elle a dit que j'interprétais mal les choses. Elle continuait d'empiler des phrases qui visaient à déplacer le problème ailleurs pour qu'elle puisse reprendre l'avantage. Mais la situation avait déjà franchi un point de non-retour. Il n'y avait aucun moyen de revenir en terrain neutre. Je suis sorti de la salle de bain. Elle m'a suivi dans le couloir en essayant de m'attraper par le bras. Sa voix montait dans les aigus à mesure qu'elle réalisait qu'elle perdait le contrôle du récit. Les gens ont commencé à regarder depuis les autres pièces. Hugo est sorti du salon, confus. Il ne savait pas encore ce qui s'était passé, mais il a immédiatement senti la tension. Camille a vu que la tension était braquée sur nous et a de nouveau changé de tactique. Elle a essayé de jouer la femme blessée, puis dépassée par les événements, puis embarrassée. Je ne me suis pas arrêté de marcher. Je suis passé devant Hugo et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Camille est restée en arrière, tiraillée entre l'idée de me courir après et celle de rester pour sauver son image devant la foule. Cette hésitation m'a indiqué de quel côté penchaient ses priorités. Une fois dehors, l'air froid m'a paru plus vif que d'habitude. Mon esprit ne s'emballait pas. Il ne partait pas en vrille. Il redémarrait. La vie avec laquelle j'étais entré dans cette maison ne correspondait plus du tout à celle avec laquelle j'en sortais. J'ai atteint ma voiture et je me suis assis à l'intérieur sans démarrer le moteur. L'intégralité de ce que j'avais vu tourner en boucle dans ma tête, la position dans laquelle elle était, la concentration sur son visage, l'homme derrière elle, le réflexe qu'elle avait eu de cacher son téléphone au moment où je l'avais regardé. Il n'y avait pas un seul angle sous lequel je pouvais tordre cette réalité pour en faire quelque chose de moins grave que ce que c'était. Quand j'ai finalement mis le contact, je savais une chose très clairement. Ce n'était pas une erreur due à l'alcool. Ce n'était pas une soudaine erreur de jugement. C'était un mode opératoire. Et les modes opératoires ne se forment pas à partir de rien. Je suis parti sans l'appeler,
sans lui envoyer de SMS, sans me soucier de ce qu'elle pourrait raconter aux gens restés dans la maison. Plus rien de tout ça n'avait d'importance. Elle ne savait pas ce que j'avais lu dans son expression quand elle a compris que son téléphone la trahissait. Elle ne savait pas ce que j'avais remarqué dans ce bref instant où 3 messages sont arrivés de 3 hommes différents. Elle ne savait pas que la part de moi qui lui faisait confiance était déjà morte avant même que je ne quitte l'allée du garage. Mais moi, je le sais, et je savais que je n'en avais pas fini. Je n'ai pas dormi de la nuit après la soirée. Je ne m'y attendais pas de toute façon. Mon esprit ne repassait plus la scène de la salle de bain en boucle. Ce choc s'était déjà durci pour devenir quelque chose de beaucoup plus tranchant. Ce qui m'a tenu éveillé, c'est la façon dont Camille a réagi juste après. Quand quelqu'un se fait prendre à faire quelque chose qu'il regrette, il y a généralement un moment où la culpabilité transparaît à travers la panique. Camille a complètement sauté l'étape de la culpabilité. Elle est passée directement à la stratégie. Cette partie de la soirée résonnait plus fort que tout ce qui s'était passé dans la salle de bain. Au moment où le ciel a commencé à s'éclaircir, je savais déjà que je ne pouvais pas rentrer à notre appartement. Camille y serait en train de m'attendre. Elle aurait répété une nouvelle version de l'histoire, une version polie et chargée d'émotions. Elle essaierait de pleurer sans laisser sa voix se briser. Elle avait toujours fait preuve d'une grande précision quand elle voulait que quelqu'un la croie. Et je n'étais pas dans de bonnes dispositions pour me laisser manipuler. Alors, j'ai conduit à nouveau jusqu'à chez Hugo, mais je ne suis pas entré. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander s'il pouvait me rejoindre dehors. Il est sorti quelques minutes plus tard, encore à moitié endormi, portant un sweat à capuche et des chaussettes dépareillées. Un seul regard vers moi a suffi, et il n'a posé aucune question. Il est monté côté passager et a fermé la porte doucement, comme s'il sentait déjà à quel point le moment était fragile. Je lui ai tout raconté, pas de manière dramatique, pas avec une voix tremblante, juste les faits bruts. Il est resté immobile pendant toute l'explication, son expression se durcissant à chaque fois qu'il assimilait un nouveau détail. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à son siège et a poussé un long soupir. Il a dit qu'il avait toujours pensé que Camille aimait trop attirer l'attention, mais qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Il a mentionné quelque chose qui m'a surpris. Elle avait disparu lors d'une de ses précédentes soirées pendant près d'1 heure, et quand elle était revenue, on aurait dit qu'elle venait de courir un marathon. Il avait supposé qu'elle pleurait ou qu'elle était contrariée par quelque chose. Maintenant, il se demandait si ce n'était pas tout à fait autre chose. Plus il parlait, plus les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et plus je réalisais le nombre de signes que j'avais rationalisés pour les ignorer. Hugo m'a proposé de squatter sa chambre d'amis aussi longtemps que j'en aurais besoin. J'ai accepté. Je n'étais pas prêt à affronter Camille. Je n'étais pas prêt à lui offrir une tribune où elle pourrait déformer la vérité. Hugo a appelé son boulot pour poser un RTT. J'ai fait la même chose. Aucun de nous ne voulait gérer quoi que ce soit d'autre que l'évidence. Camille ne m'a pas envoyé de message avant la fin de la matinée. Le premier texto agissait comme si de rien n'était. Le deuxième prétendait qu'elle était confuse quant à l'endroit où j'avais dormi. Le troisième essayait de me tendre un piège. Elle me demandait pourquoi je l'avais abandonnée à la soirée sans rien dire. Dans sa version, c'était elle qui était confuse. C'était elle qui était abandonnée. C'était elle qui méritait des explications. Je n'ai pas répondu. Vers midi, j'ai reçu un appel. Je n'y ai pas répondu non plus. Camille a enchaîné avec un message vocal que j'ai refusé d'écouter. Ce qu'elle disait n'avait aucune importance. Tout message qu'elle enverrait maintenant serait conçu pour m'ancrer émotionnellement. Hugo a suggéré que nous sortions de la maison pour prendre l'air. Nous avons conduit jusqu'à une petite brasserie de quartier où nous avions l'habitude d'aller après nos gardes de nuit il y a des années. L'endroit avait toujours les mêmes vieux ventilateurs au plafond et les mêmes banquettes usées. C'était suffisamment familier pour m'aider à réfléchir. Pendant que nous attendions nos plats, une pensée m'a frappé, une pensée que je ne pouvais ignorer. Le téléphone de Camille s'était allumé avec des messages de 3 hommes différents dans la salle de bain. Ces noms ne m'étaient pas familiers, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas de personnes de nos cercles sociaux communs. Cela signifiait qu'elle tissait des liens dans un tout autre environnement. Cela signifiait aussi qu'il y avait des modes opératoires et des comportements que je n'avais pas vus parce qu'elle les gardait soigneusement séparés de notre vie. Je ne voulais pas jouer au détective.
Je ne voulais pas commencer à fouiller dans sa vie comme un malade obsédé par la collecte de preuves. Mais j'avais besoin de comprendre depuis combien de temps cela durait. J'avais besoin de savoir si la relation dans laquelle j'étais avait été réelle ou s'il s'agissait juste d'une salle d'attente qu'elle occupait jusqu'à ce que quelque chose de plus excitant se présente. Alors, j'ai envoyé un SMS à quelqu'un que je n'aurais jamais contacté dans d'autres circonstances. Une collègue de Camille nommée Chloé. Chloé et Camille n'étaient pas des amies proches, mais elles travaillaient dans le même service et faisaient parfois du covoiturage quand l'une de leurs voitures était au garage. Je lui ai demandé si elle avait une minute pour parler. Elle a répondu presque immédiatement, disant qu'elle était en pause. Je suis sorti de la brasserie pour l'appeler. Dès l'instant où elle a entendu ma voix, elle a eu l'air inquiète. Je ne suis pas entré dans les détails explicites, mais je lui ai dit qu'il y avait eu un gros problème entre Camille et moi, et que j'avais besoin de tirer certaines choses au clair. Chloé a hésité, mais a fini par parler. Elle a dit que Camille disparaissait pendant les pauses déjeuner depuis des mois. Parfois, elle partait tôt et revenait tard, toujours avec une excuse différente. Elle arrivait aussi au travail avec des humeurs très changeantes. Parfois euphorique, parfois irritée, parfois vidée de son énergie. Chloé a dit que les gens au bureau plaisantaient en disant que Camille avait une double vie, bien qu'il ne l'ait jamais pensé littéralement. J'ai écouté calmement, absorbant chaque détail sans réagir. Puis Chloé a mentionné quelque chose qui a provoqué une vague de froid dans mon estomac. Camille disait qu'elle avait besoin de quitter son appartement parce que la situation y était émotionnellement suffocante. Elle n'avait jamais prononcé mon nom dans ses conversations, mais l'implication était douloureusement claire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Quand je suis retourné m'asseoir à la banquette de la brasserie, Hugo a remarqué que quelque chose avait changé sur mon visage. Je lui ai tout raconté. Il a secoué la tête, marmonnant que Camille construisait un scénario sur moi bien avant l'incident de la salle de bain. Cette révélation a eu l'effet d'un coup de poing parce qu'elle confirmait quelque chose que je refusais d'accepter. Elle n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Elle préparait une porte de sortie qui me ferait passer pour le problème. Nous avons terminé notre repas et sommes rentrés chez Hugo. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Cette fois, il y avait 10 appels manqués et un long texto de Camille disant qu'elle avait peur parce qu'elle ne savait pas où j'étais et qu'elle avait besoin qu'on se parle. Sa version de la scène de la salle de bain était déjà en train de muter. Elle disait qu'elle était ivre et vulnérable. Elle disait que le gars avait profité de la situation. Elle disait qu'elle ne se souvenait pas de la moitié de la soirée. Elle disait qu'elle ne se sentait pas en sécurité alors que je l'ignorais. C'était incroyable de voir avec quelle facilité elle réécrivait l'histoire pour se glisser dans le rôle de la victime. J'ai posé le téléphone sans répondre. Plus tard dans la soirée, Hugo m'a demandé si je voulais passer à l'appartement pour récupérer quelques affaires essentielles. Il m'a accompagné parce qu'il ne voulait pas me laisser seul avec Camille. Nous avons roulé jusqu'à l'appartement. Se garer m'a semblé surréaliste parce que tout avait l'air normal de l'extérieur. Rien dans l'espace physique ne reflétait le chaos qui couvait en dessous. La voiture de Camille n'était pas là. Cela m'a soulagé. Je suis entré dans l'appartement avec Hugo et je me suis dirigé directement vers la chambre. J'ai emballé des vêtements, des chaussures, des chargeurs, des affaires de toilette et quelques objets personnels. Je ne voulais rien de ce qui nous appartenait à tous les deux. Je ne voulais pas des objets communs qui avaient un poids sentimental. Je voulais de la distance. À mi-chemin de mes bagages, j'ai ouvert le tiroir où elle rangeait les factures, les reçus et les documents de travail. Je n'avais pas l'intention de fouiller. Je l'ai ouvert uniquement parce que j'y rangeais aussi certaines de mes affaires. Mais ce que j'y ai trouvé m'a stoppé net. Il y avait des notes d'hôtel imprimées sous un autre nom. Pas mon nom, pas le sien. Un certain Damien Lambert. L'adresse email inscrite en dessous n'appartenait à aucun de nous deux. J'ai parcouru la pile. Il y avait plusieurs reçus, tous datant des derniers mois. Ils ne provenaient pas d'endroits situés près de son travail. Ils étaient répartis dans différents quartiers. Hugo s'est penché par-dessus mon épaule. Il n'a pas dit un mot. Moi non plus. Il ne s'agissait plus de curiosité. Il ne s'agissait plus d'essayer de comprendre. C'était la confirmation que l'incident de la salle de bain n'était pas un dérapage, une erreur ou un moment qui avait dégénéré. Elle entretenait une routine séparée, une vie séparée, un réseau séparé. Alors que je me tenais là, les reçus à la main, quelque chose s'est stabilisé en moi.
Plus rien de ce que Camille pourrait dire maintenant ne pourrait déformer la vérité. Rien de ce qu'elle essaierait d'inventer ne pourrait effacer le mode opératoire que j'avais sous les yeux. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le seuil de quelque chose de bien plus vaste. Et je n'avais même pas encore parlé à l'homme de la salle de bain. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles du gars de la salle de bain. Je pensais qu'il disparaîtrait à la seconde où il réaliserait que j'avais tout vu. Les gens qui se font surprendre dans ce genre de situation se réfugient généralement dans le silence et font semblant de n'avoir jamais été impliqués. C'est pourquoi son message m'a choqué lorsqu'il est arrivé le lendemain après-midi. Il s'est présenté sous le nom de Maxime. Il s'est excusé pour ce qui s'était passé, pas de façon dramatique, mais de manière directe et mal à l'aise. Il a dit qu'il ne voulait pas de bagarre, pas de drame, pas de malentendu. Et puis il a écrit quelque chose qui a fait se crisper ma main sur mon téléphone. Il m'a demandé si Camille comptait toujours me parler du bébé. J'ai relu le SMS plusieurs fois parce que les mots n'ont pas fait sens tout de suite. Mon esprit essayait de comprendre la formulation. Bébé, comptait m'en parler? Pourquoi aborderait-elle ce sujet avec lui? Pourquoi penserait-il qu'elle allait m'impliquer? Rien de tout cela n'avait de sens. Mon pouls s'est accéléré d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis la nuit de la soirée. J'ai pris une grande inspiration et je l'ai appelé. Il a décroché immédiatement. Il avait l'air nerveux, mais pas sur la défensive. Il m'a dit que Camille lui répétait qu'elle était peut-être enceinte et qu'il devait parler de ce que cela impliquait. Il a dit qu'il ne savait pas qu'elle était fiancée. Il ne savait pas qu'elle vivait avec quelqu'un. Il ignorait tout de mon existence jusqu'à ce que la porte de la salle de bain ne s'ouvre. Il ne s'en vantait pas. Il n'essayait pas de se justifier. Il était embarrassé et confus. Il a admis que Camille lui avait dit qu'elle était célibataire depuis le tout début. Elle avait même prétendu qu'elle évitait les rendez-vous amoureux parce qu'elle n'était pas prête pour une autre relation sérieuse. Tout dans leur dynamique pointait vers un arrangement sans prise de tête qui dérivait occasionnellement vers le domaine émotionnel. Mais au moment où elle lui a parlé d'une possible grossesse, il a paniqué. Il a dit qu'il avait besoin de clarté avant de s'engager dans quoi que ce soit. Camille lui avait dit qu'elle ferait un test ce week-end-là et qu'elle lui expliquerait tout rapidement. Puis l'incident de la salle de bain a eu lieu. Il avait l'air soulagé de ne pas avoir à poursuivre cette conversation, mais il semblait aussi sincèrement perturbé à l'idée de s'être retrouvé mêlé à une manipulation à laquelle il n'avait jamais consenti. J'ai gardé une voix posée. Je lui ai posé une seule question. Est-ce qu'elle lui a dit qui était censé être le père? Il a fait une pause plus longue que nécessaire. Puis il a admis qu'elle avait sous-entendu que c'était lui. C'était suffisant pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. Camille n'improvisait pas ce soir-là dans la salle de bain. Elle avait un système, plusieurs hommes, des histoires différentes, des accroches émotionnelles différentes. Elle se façonnait différemment selon ce qu'elle voulait obtenir de chaque personne. Je ne faisais pas face à une trahison isolée. Je faisais face à quelqu'un qui créait des récits entiers pour faire fonctionner plusieurs vies en parallèle. Je l'ai remercié pour sa franchise. Il m'a dit qu'il aurait aimé que l'on se rencontre dans des circonstances normales. Il a raccroché après avoir précisé qu'il comptait couper tout contact avec elle. Quand je suis retourné dans le salon d'Hugo, mon visage a dû être suffisamment éloquent. Il a coupé le son de la télévision et a attendu. Je lui ai expliqué tout l'appel. Son expression s'est assombrie à mesure que je parlais. Il a dit que nous devions être prudents maintenant, car Camille était le genre de personne à transformer une histoire en une arme redoutable si elle se sentait coincée. Il m'a rappelé qu'elle avait déjà commencé à me décrire comme quelqu'un d'émotionnellement étouffant auprès de ses collègues. Ce n'était pas un accident. Elle préparait le terrain. Si elle était prête à manipuler ses amants en parlant de grossesse, elle n'aurait aucun mal à me faire passer pour quelqu'un d'instable si elle avait besoin de s'attirer de la compassion. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, à réfléchir à nos prochaines actions. Je ne cherchais pas à détruire Camille. Je ne cherchais pas à l'humilier. Je refusais simplement de la laisser déformer la réalité pour faire de moi le méchant qu'elle s'apprêtait à dévoiler. Plus tard dans la soirée, autre chose est venue jeter de l'huile sur le feu. J'ai reçu un message de Chloé, la collègue qui m'avait donné quelques informations plus tôt. Ce n'était pas un long message. C'était juste une capture d'écran de quelque chose qu'elle avait trouvé en triant des impressions partagées au bureau. C'était une page qui semblait copiée directement de l'historique de recherche de Camille. La première ligne indiquait
comment retirer quelqu'un d'un bail sans son accord. En dessous, il y avait des articles sur les droits des locataires, les failles juridiques et les stratégies pour reprendre un contrat de location à son nom. L'horodatage datait de 3 semaines. Je n'ai pas réagi tout de suite, car les implications étaient lourdes. Il ne s'agissait plus seulement d'infidélité. Elle se préparait à couper les ponts de notre vie commune d'une manière qui me rendrait responsable de n'importe quelle version qu'elle aurait inventée. Hugo a lu la capture d'écran par-dessus mon épaule. Il n'a rien dit au début. Puis il s'est levé lentement et m'a demandé si je voulais la confronter ce soir ou attendre d'avoir une vision globale de la situation. Je voulais des réponses, mais je devais garder le contrôle. Camille fonctionnait mieux quand elle prenait les gens au dépourvu. Si elle avait le temps de façonner une histoire, elle pouvait convaincre presque n'importe qui. Elle était charismatique, belle et douée pour choisir les bons moments pour paraître fragile. Je ne voulais pas qu'elle me joue la comédie. Je voulais qu'elle soit acculée par la vérité. Avant que nous puissions planifier quoi que ce soit, Camille a commencé à appeler Hugo. Pas moi, Hugo. Elle savait que j'étais chez lui. Elle avait probablement appris par quelqu'un de la soirée que j'étais parti tôt et que je n'étais jamais rentré à la maison. Elle avait sûrement déjà monté toute une nouvelle explication pour justifier pourquoi c'était de ma faute. Hugo n'a pas décroché. Elle a rappelé. Il a ignoré l'appel. Elle lui a envoyé un texto pour lui dire qu'elle était devant chez lui. Puis elle a frappé à la porte. Hugo m'a regardé. J'ai fait oui de la tête. Nous n'avons pas ouvert. La voix de Camille a traversé la porte, insistante et maîtrisée. Elle a dit qu'elle voulait seulement parler. Elle a dit qu'elle voulait s'expliquer. Elle a dit qu'elle ne voulait impliquer personne d'autre. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour moi. Elle a dit que je n'étais plus moi-même ces derniers temps. Chaque phrase était taillée sur mesure pour manipuler quiconque se tiendrait derrière cette porte. Hugo a entrouvert les stores discrètement. Camille se tenait sur le palier, vêtue d'un sweat et d'un legging, ne pleurant pas, mais essayant d'avoir l'air de venir de pleurer. Elle a frappé à nouveau et a reculé pour inspecter les fenêtres. Quand elle a réalisé que nous n'ouvririons pas, sa voix a changé. Elle a commencé à parler plus fort, disant qu'elle avait besoin de laver son nom parce qu'elle ne voulait pas que des rumeurs se propagent dans notre groupe d'amis. Elle a dit que les gens avaient mal compris la situation dans la salle de bain. Elle a dit que le gars avait été trop entreprenant et qu'elle s'était figée. Puis elle a prétendu ne se souvenir de rien. Son histoire changeait sans cesse, même si elle pensait que personne ne l'écoutait. Elle a frappé une dernière fois, a quitté le porche et s'est assise dans sa voiture pendant un long moment. Puis elle est partie. Je n'ai pas dit un mot pendant un long moment. Hugo non plus. Tout dans sa visite semblait tactique et non émotionnel. Cette nuit-là, j'ai décidé de contacter une dernière personne, le deuxième homme dont le nom avait clignoté sur le téléphone de Camille dans la salle de bain. Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux sans grand effort. Son compte était public et sa photo de profil correspondait au nom. Je n'ai pas envoyé d'accusation. Je lui ai simplement demandé s'il savait que Camille était fiancée. Il a répondu dans les minutes qui ont suivi. Il ne le savait pas. Je n'ai pas eu besoin de lui raconter le reste. Il m'en a dit bien assez. Camille lui avait raconté qu'elle se remettait d'une rupture difficile avec un mec possessif. Il a dit qu'elle avait sous-entendu que la relation s'était terminée parce qu'elle avait choisi sa santé mentale plutôt qu'une situation toxique. Elle ne lui avait pas donné de nom, mais c'était moi qu'elle décrivait. Je l'ai remercié pour son temps. À ce stade, la vérité n'était même plus surprenante, mais chaque confirmation s'enfonçait un peu plus profondément. Elle préparait le terrain depuis des mois. Elle avait construit une version de moi pour des inconnus afin que lorsqu'elle mettrait enfin un terme à notre histoire, personne ne remettrait sa parole en doute. Et la partie qui me glaçait le plus le sang, c'était qu'il n'y avait rien de réactif là-dedans. Ce n'était pas le chaos des émotions. C'était de la pure stratégie. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment de détermination plus clair que ce que j'avais ressenti depuis des années. Ni colère, ni chagrin d'amour, juste de la clarté. Si Camille voulait raconter une histoire, je devais m'assurer que la vraie version parvienne à tous ceux à qui elle avait menti. Je n'allais détruire la vie de personne, mais je n'allais pas la laisser tailler la mienne en pièces non plus. Quelque chose de nouveau prenait forme en moi. Pas de la vengeance, mais un besoin de conclusion qui ne laisserait aucune zone d'ombre qu'elle pourrait tordre à son avantage plus tard.
Et il restait encore une dernière personne à qui je devais parler. Le gars à qui elle avait dit qu'il était le père. Je n'ai pas recontacté Maxime immédiatement. Je voulais du temps pour réfléchir. Je voulais avoir l'espace mental pour comprendre quel genre de personne pouvait mener des vies parallèles avec un tel niveau d'assurance. Mais plus j'analysais la situation, plus il devenait évident que le mode opératoire de Camille ne s'arrêterait pas de lui-même. Elle construisait des fondations qui lui permettaient de réécrire n'importe quel scénario en sa faveur. Si je n'abordais pas les choses de front, elle continuerait d'ajuster son histoire jusqu'à ce que je devienne le partenaire déséquilibré qu'il avait abandonné sans raison. Je n'allais pas lui donner cette opportunité. Le lendemain, j'ai demandé à Maxime de me rencontrer en personne. Il a accepté sans hésitation. Nous nous sommes retrouvés dans un café en périphérie de la ville, assez loin de nos cercles communs pour que Camille ne nous tombe pas dessus. Il avait l'air fatigué, pas coupable, mais épuisé par le poids d'avoir été traîné dans une histoire qui le dépassait. Quand je me suis assis, il n'a pas commencé par des excuses ou des justifications. Il m'a simplement demandé ce que j'attendais de lui. Je voulais de la clarté. Je voulais des détails. Je voulais avoir le tableau complet de la part de l'une des personnes qu'elle avait manipulées si facilement. Il m'a raconté qu'il avait rencontré Camille dans une salle de sport où elle allait de temps en temps après le travail. Il a dit que le courant était vite passé parce qu'elle était audacieuse et imprévisible d'une manière qui lui semblait excitante au début. Elle lui avait dit qu'elle adorait la spontanéité. Elle lui avait dit qu'elle ne cherchait rien de sérieux, tout en laissant entendre qu'elle était ouverte à quelque chose de plus profond si le bon moment se présentait. Il a admis qu'il était tombé sous le charme parce qu'elle le faisait se sentir choisi, spécial, d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Et puis il a ajouté quelque chose qui m'a glacé sur place. Elle lui avait dit qu'elle était soulagée qu'il ne soit pas comme le mec tyrannique avec qui elle vivait avant. L'insinuation était évidente. Je n'étais pas en colère contre lui. Il ne m'avait rien volé. Il avait été façonné pour entrer dans le récit auquel elle avait besoin qu'il croie. Il a expliqué que cette histoire de grossesse était quelque chose qu'elle avait introduit quand elle avait senti qu'il prenait ses distances émotionnellement. Elle voulait le garder près d'elle. Elle voulait un moyen de pression. Il ne savait pas si elle était réellement enceinte ou si elle manipulait l'idée. Il penchait pour la seconde option. Quand nous avons fini de discuter, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour mesurer l'ampleur de son comportement. Elle n'était pas imprudente. Elle n'était pas confuse. Elle n'était ni instable ni dépassée. Elle était calculatrice. Elle déplaçait les gens comme des pions sur un échiquier, façonnant différentes versions d'elle-même selon la personne à qui elle voulait s'accrocher. Si la carte de la grossesse fonctionnait, elle s'assurait Maxime. Si la carte du petit ami toxique fonctionnait, elle s'attirait la sympathie au boulot. Si la scène de la salle de bain était passée inaperçue, elle aurait ajouté une nouvelle couche de secret. J'ai remercié Maxime et je lui ai dit que je ne cherchais pas à me venger. Je voulais simplement que la vérité s'impose d'elle-même pour que personne d'autre ne soit entraîné dans ce cercle vicieux. Il a hoché la tête, soulagé de voir que ça n'irait pas plus loin que les faits. La confrontation finale avec Camille a eu lieu le lendemain soir. Je ne l'ai pas rencontré seul. J'ai demandé à Hugo si nous pouvions utiliser son salon pour une discussion. Il a accepté tout de suite. J'ai aussi demandé à Maxime de venir parce qu'il méritait autant que moi de tourner la page. Il a hésité, mais a fini par dire oui. Le plan n'avait rien de théâtral. Ce n'était pas un drame pour le plaisir du drame. C'était simplement nécessaire. J'ai envoyé un SMS à Camille pour lui dire que nous devions parler dans un endroit neutre. Elle a répondu très vite. Elle a suggéré de préparer le dîner à l'appartement pour qu'on puisse se retrouver. Cette seule suggestion confirmait qu'elle avait préparé une scène de réconciliation sans comprendre qu'une réconciliation exigeait d'abord de l'honnêteté. Je ne lui ai donné aucune explication. Je lui ai juste dit de me rejoindre chez Hugo à 20h. Elle est arrivée à l'heure, arborant une expression douce et une tenue choisie spécifiquement pour paraître vulnérable sans avoir l'air négligé. Camille avait toujours maîtrisé l'art de la présentation. Elle a souri quand elle m'a vu, mais ce sourire s'est effondré quand elle a remarqué Hugo et Maxime assis derrière moi. Elle a demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu que nous avions tous besoin d'y voir clair. Elle a déclaré qu'elle ne se sentait pas à l'aise d'en parler devant eux. J'ai répondu que le but n'était pas d'être à l'aise. Le but était la vérité. Sa voix a changé immédiatement.
Elle a essayé de prendre le contrôle, demandant pourquoi je mêlais des inconnus à nos affaires privées. Je lui ai rappelé que Maxime n'était pas un inconnu pour elle. Elle l'a regardé très brièvement avant de se tourner à nouveau vers moi, comme s'il s'agissait d'un accessoire qu'elle préférait ignorer. Maxime n'a pas pris la parole. Pas encore. J'ai expliqué ce qu'il m'avait dit. J'ai parlé de cette prétendue grossesse. J'ai expliqué que les hommes qui lui envoyaient des messages n'étaient ni des collègues ni des amis. C'étaient des personnes avec qui elle menait des vies parallèles. Son visage s'est durci, non pas de culpabilité ou de honte, mais d'indignation. Elle a affirmé que Maxime avait tout mal compris. Elle a dit qu'il était pot de colle et obsédé. Elle a juré n'avoir couché avec lui qu'une seule fois et qu'il en faisait toute une montagne. Maxime s'est penché en avant calmement. Il a énuméré les dates où elle l'avait vu, les lieux, les messages qu'elle avait envoyés, les conversations où elle lui disait qu'il comptait pour elle. Son expression s'est fissurée pour la première fois. Puis Hugo s'est levé et a ajouté sa part de vérité. Il a expliqué qu'elle préparait le terrain depuis des mois en me décrivant comme quelqu'un de contrôlant. Il a dit l'avoir entendu parler de moi d'une manière qui ne correspondait en rien à la réalité. Il a rappelé la soirée précédente où elle avait disparu pendant près d'1 heure et comment il avait ignoré la chose avant de comprendre son mode opératoire. La réaction de Camille ne fut pas du remords, mais du pur calcul. Elle a tenté de tricoter une nouvelle histoire dans laquelle nous aurions tous mal interprété ses intentions. Ses explications se tordaient et changeaient rapidement, se contredisant toutes les 2 phrases. Elle disait qu'elle était perdue émotionnellement. Elle disait qu'elle était dépressive. Elle disait que les gens profitaient de sa gentillesse. Elle disait qu'elle se sentait déconnectée. Elle disait que personne ne la soutenait. Chacune de ses répliques visait à inverser le rapport de force. Elle ne s'excusait pas. Elle passait une audition pour incarner une nouvelle version d'elle-même. Je n'ai pas répondu avec colère, car la colère l'aurait aidée à se poser en victime. Je suis resté calme. Je lui ai dit que j'avais trouvé les factures d'hôtel. Je lui ai parlé de ses recherches sur les lois régissant les baux de location. Je lui ai dit que j'avais parlé au 2e homme dont le nom était apparu sur son écran lors de la soirée. Je lui ai dit qu'il croyait lui aussi qu'elle se remettait d'une relation toxique qu'elle avait inventée de toutes pièces. Son calme a fini par voler en éclats. Sa voix s'est aiguisée sous l'effet de la frustration. Elle m'a dit que je n'avais pas le droit de mener un interrogatoire sur sa vie. Elle a dit que j'avais violé son intimité. Elle a dit que nous la faisions passer pour une folle. Elle a dit que nous avions ruiné sa réputation en la confrontant devant les autres. Elle a qualifié ça de guet-apens émotionnel. Mais ensuite, elle a commis une erreur. Elle a affirmé qu'elle n'était pas infidèle. Elle a dit qu'elle n'avait couché qu'avec 2 personnes. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal. Maxime s'est levé en silence. Il s'est avancé vers elle et a posé son téléphone sur la table. Sur l'écran, il y avait un message de Camille lui disant qu'elle avait hâte de le revoir. L'heure de l'envoi datait de 2 jours avant la soirée. Le silence s'est abattu sur la pièce. Le visage de Camille a perdu toutes ses couleurs, non pas de honte, mais sous le coup de la réalisation qu'il ne lui restait plus aucune histoire à laquelle se raccrocher. Elle n'a pas demandé pardon. Elle n'a pas pris ses responsabilités. Elle ne s'est pas excusée. Elle a attrapé son sac à main, a marmonné quelque chose sur le fait qu'elle avait besoin d'air et elle est sortie. La porte s'est refermée doucement derrière elle. Les conséquences ne furent pas immédiates. Elles se sont déroulées sur plusieurs semaines. J'ai retiré mon nom de notre bail. Le propriétaire a accepté sans problème une fois que je lui ai expliqué que Camille avait l'intention de garder l'appartement pour elle seule. Camille a bien essayé de le convaincre que je l'abandonnais, mais le propriétaire l'a congédié quand je lui ai montré les preuves de ses recherches pour éjecter secrètement un colocataire. Elle n'avait pas les moyens de payer le loyer toute seule. Elle a arrêté d'inviter des gens chez elle. Elle a commencé à s'absenter au travail. Chloé m'a raconté que Camille avait tenté de se faire passer pour la victime d'une rupture cruelle, mais les gens avaient déjà entendu différentes versions de ces histoires par différents hommes. Sa crédibilité s'est effondrée. Elle a reçu un avertissement des ressources humaines après que quelqu'un a déposé une plainte pour comportement inapproprié. Maxime a coupé tout contact, et les autres aussi. Elle a perdu tous les piliers personnels qu'elle s'était créés. Hugo est resté un soutien sans faille. Il m'a aidé à emménager dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville. Pour la première fois depuis des mois,
j'ai dormi sans attendre le prochain rebondissement.